J'ai un coup de cœur pour Sarah Knafo, Oui. de manière générale. Ah d'accord, voyons, vous lui direz. Parce J'ai un coup de gueule contre France Travail, puisque Sarah Knafo a révélé dans une interview à Sud Radio que France Travail, qui est donc le nouveau Pôle emploi, fait travailler 54 000 personnes aux frais du contribuable. Et à titre de comparaison, par exemple, une compagnie internationale comme Air France fait travailler 80 000 personnes. Elle a pointé un parallèle intéressant aussi avec LinkedIn aujourd'hui, qui est la première source pour les employeurs de salariés et pour les salariés de travail, qui à échelle mondiale n'emploie que 16 000 personnes. Donc là, je pense qu'elle a mis un vrai coup de pied dans la fourmilière. Elle a jeté un pavé dans la mare qui ne manquera pas de faire bouger les consciences. Et bien justement, Sarah Knafo est avec nous. Merci Sarah Knafo d'être avec nous. Merci. J'ai entendu coup de cœur. J'ai mis les cœurs. Ah, je croyais que vous étiez encore en Saint-Valentin. Excusez-moi. Non, c'est l'esprit de Noël. Je suis dans les couleurs du plateau. Bah, très bien, bravo. Comment allez-vous, Sarah Knafo? Très bien, et en ce Cyril. moment, vous faites que des coups d'éclat en ce moment. Non, mais c'est vrai. C'est que un média, un coup d'éclat. Les gens ne sont pas habitués à écouter la vérité. Et donc, quand on dit des choses aussi banales que des chiffres qui sont publics, qui sont officiels, ça choque les gens parce qu'ils ne l'entendent jamais. Alors, Gilles Verdez a été choqué, je crois, pour ce que... Bien sûr, il faudrait le double de gens à France Travail. C'est plutôt une bonne nouvelle, hein, si Gilles Verdez est choqué. Sachez-le. Non, mais ces gens sont admirables. Quand on va à France Travail, vous expliquez qu'ils ne permettent pas... Vous êtes déjà allé à France Travail? De retrouver, bien sûr, déjà de retrouver du travail. Il va retourner très vite. Quelle année vous étiez au chômage? Bien sûr, bien sûr. En quelle année vous étiez au chômage? Pardon? En quelle année vous étiez au chômage? J'ai été, quand France Soir a été... En quelle année? J'ai plus les années, 92, etc. Et j'y vais... Ça a changé. Mais j'y vais de temps en temps à France Travail. Prendre un café par plaisir. J'y vais. Ouais, excusez-moi, mais je suis en accusation alors que je loue leur travail admirable. J'ai assisté à des scènes à France Travail où le personnel est insulté par des gens qui comprennent rien à leur dossier. Jamais vu un membre du personnel péter les plombs. J'ai vu des gens qui sont indemnisés grâce à France Travail. Pour moi, c'est une institution qui fait la fierté de la France. Et la manière dont vous la remettez en question, ça m'a choqué. Mais vous pouvez rire, mais moi j'ai été choqué parce que ces 54 000 personnes sont admirables. Alors moi, ce qui me fait pas rire, c'est que ces gens de France Travail ne sont pas payés par vous, Gilles Verdez, mais par tous les Français. Sur tous nos salaires, c'est 4% de nos salaires qui partent à France Travail. C'est-à-dire qu'une personne au SMIC, c'est 2 restaurants qu'elle ne fera pas avec son mari ou avec sa femme pour financer France Travail. Et quel est le problème aujourd'hui ? Le problème, c'est pas du tout que chez France Travail, les gens ne sont pas admirables. J'en connais beaucoup, moi. Figurez-vous, des conseillers chez France Travail. D'ailleurs, beaucoup sont venus me parler après ce que j'ai dit dans cette émission. Et même eux remettent en cause ce système. Ils se disent, sincèrement, qu'ils sont déboussolés par ce qu'ils voient tous les jours. Ils sont déboussolés par la lourdeur des règles qu'ils doivent appliquer. Ils sont même déboussolés de se dire on n'arrive pas à rendre le service qu'on voudrait rendre. Moi, qu'est-ce que j'ai dit chez Jean-Jacques Bourdin? J'ai dit qui a déjà trouvé un travail grâce à France Travail? Voilà la question que j'ai posée. Je n'ai pas dit qu'il n'y en avait aucun. Et puis d'ailleurs, je suis allée regarder les chiffres et maintenant j'ai la réponse. L'INSEE nous apprend qu'en 2017, grâce à France Travail, seuls 12% des chômeurs ont trouvé un emploi. 12%. C'est-à-dire que 88% n'ont pas trouvé d'emploi grâce à France Travail. Moi, ce que je dis, c'est qu'à l'heure où on a des plateformes numériques qui font, pour le coup, ce travail, il y a Le Bon Coin, il y a LinkedIn. Sur LinkedIn, vous avez 900 millions d'utilisateurs et ils n'ont que 16 000 salariés dans le monde entier, quand on en a 54 000 juste en France pour France Travail. Chaque minute, il y a des centaines de gens qui trouvent un emploi sur LinkedIn. Ce n'est pas des bourgeois, c'est des gens du quotidien qui trouvent un emploi sur Le Bon Coin, dans le bâtiment, dans n'importe quel secteur. La question que je pose, c'est est-ce que c'est normal que ce soit encore un service public aujourd'hui ? Parce que c'est notre argent. C'est logique de vouloir questionner cette efficacité. Je vais vous dire, c'est pas du tout ni démagogique, ni populiste, ni rien du tout, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme. L'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme, c'est que tous les citoyens ont le droit de demander compte à l'administration pour leur argent, pour leurs impôts. Donc moi, la question que je pose, c'est est-ce que c'est normal qu'on dépense 4 milliards d'euros dans les frais de fonctionnement de France Travail ? Je pense qu'on a la réponse dans la question en réalité et que beaucoup de gens seront d'accord. Il y a de très mauvaises expériences, c'est ça. Il y a de très mauvaises expériences là-bas et pas seulement du côté des usagers. Vous avez pointé quelque chose de très intéressant. Vous avez dit, j'ai vu des scènes où il y avait beaucoup de violence. C'est ce système qui crée la violence. Quand on y va, on est tendu. Pourquoi ? Vous arrivez, vous présentez un dossier. Quand vous êtes au chômage, c'est pas une période de la vie qui est marrante. C'est pas une période sympa. J'ai un ami d'enfance qui est très brillant, mais son entreprise a subi une restructuration. Il a dû aller chez France Travail. Il m'explique qu'il a mis des mois avant d'être juste comptabilisé dans le système. Pourquoi ? Lourdeur administrative folle. Vous avez 7000 personnes juste pour distribuer les indemnités. Vous voyez bien qu'il y a un problème. Il n'y a pas une personne chez France Travail qui me contredira sur ce que je viens de vous dire ce soir. Mais l'essentiel de France Travail...
Pardon ? Non, allez-y, merci. L'essentiel de France Travail, pour moi, c'est d'assurer la survie sociale de tas de gens au chômage. C'est pas de retrouver un travail. Alors, c'est les indemnisations, c'est la partie indemnisation qui est vitale. Merci. Alors là, Merci Gilles de Verdez, revenir sur la partie recherche d'emploi. vous venez de mettre les deux pieds dedans. Alors là, franchement, Gilles Verdez, merci. J'en suis fier. Merci d'avoir dit ça. Une fois de plus, les bêtises de Gilles Verdez les bêtises. nous font bien avancer. Mais si, Gilles Verdez... C'est de l'assistanat. C'est exactement ce qui pose problème. Sarah Knafo, s'il vous plaît. Bon, déjà, merci, Monsieur Verdez, de me donner raison sur la partie recherche d'emploi. C'était le premier sujet, c'est celui que je pointais en comparant à LinkedIn. Le deuxième sujet, c'est l'indemnisation. Là, je vous dis, c'est 7000 personnes chez France Travail qui sont chargées de distribuer les indemnisations. Ça, c'est chaque personne qui cotise. C'est pas de l'argent gaspillé, c'est pas une gabegie de l'État. Tous les mois, vous payez des cotisations pour le moment où vous allez être au chômage. Ça n'est que justice de vous le rendre au moment où vous êtes au chômage. La question, c'est la lourdeur de la structure. Le budget de France Travail, c'est 43 milliards d'euros. Pourquoi ? Parce que c'est nos cotisations qui vont dedans. À l'intérieur, de quoi je vous parle ? Je vous parle de ces 4 milliards de fonctionnement. C'est pas normal que l'administration se donne du travail à elle-même. C'est l'administration qui fixe des règles d'éligibilité hyper complexes. Vous devez cocher des milliers de cases avant de recevoir cet argent. C'est là où il y a un problème. Et c'est là où on pourrait avoir besoin de beaucoup moins de monde parce que les règles devraient être plus simples. Franchement, je pense que c'est du bon sens. C'est ni de droite ni de gauche. On en a marre de payer pour un système ultra complexe où personne ne s'y retrouve. Ni le chômeur, ni le conseiller de France Travail. Vous parlez énormément des dépenses de l'État, Sarah Knafo, lors de vos sorties médiatiques. Est-ce que vous avez d'autres exemples comme ça qu'il faudrait couper en priorité pour les Français et qui coûtent très cher à l'État et qui coûtent donc très cher aux Français ? Il y a une dépense dont j'ai beaucoup parlé ces derniers temps et j'ai l'impression que ça commence un peu à ouvrir les yeux parce que je n'ai jamais entendu aucun contre-argument. Hier, j'étais chez vos amis de BFM et il y avait donc toute la gauche, toute l'extrême gauche qui était réunie. Et j'ai parlé. C'était le bordel. Hein. C'était n'importe quoi. Ah non, c'est mieux ici. Excusez-moi, sans rigoler, mais moi je l'avais même pas vu. Je regarde pas tellement. Voilà. Je regarde pas cette chaîne tellement. Même aucune chaîne, parce que je regarde que le sport et CNews et C8 et voilà et ma mère. Quelques vidéos de ma mère. Mais c'est vrai que c'était insupportable. Cacophonique. Franchement, on aurait dit qu'il y avait 18 Gilles Verdez en même temps. Franchement, même lui est plus respectueux que Manon Aubry. Mais Gilles est toujours dur. respectueux, oui, Gilles. Ah oui, ça c'est sûr. Et donc, j'ai parlé de ces 15 milliards d'euros d'aide publique au développement. Voilà, chaque année, en France, on donne 15 milliards d'euros d'aide publique au développement. Quand on dit 15 milliards, les gens ne savent même pas combien ça fait de zéro, généralement, tellement c'est gros et tellement c'est aberrant. Raymond, ça fait combien de milliards 15 milliards 15 milliards. Combien de zéros? Combien de zéros? Efficace. Non, après, je peux le faire avec la calculette. Mais... Non, je sais. Regardez, non, mais c'est vrai, il a raison, même moi, je peux te le dire comme ça. C'est 9 zéros. Si on rapporte à des choses qu'on connaît, il faut imaginer qu'un iPhone, dernier cri, ça coûte 1 500 €. Ouais. Si je vous dis, Gilles Verdez, combien d'iPhone avec 15 milliards d'euros? Voilà, c'est facile, 15 milliards. 15 000. Bon, allez, c'est 10 millions. C'est 10 millions. 10 millions d'iPhone. Okay. Chaque année, 10 millions d'iPhone gaspillés dans le monde entier. C'est pas grave, c'est pas grave. Calcul mental, c'est pas grave. C'est 10 millions d'iPhone tous les ans, comme ça, qu'on donne à des pays étrangers. Moi, je vais vous dire, dans la vie, je suis très généreuse. Vraiment très généreuse. J'adore inviter mes amis au restaurant, tout payer, etc. Vraiment, j'aime beaucoup. Hein. Mais le problème, c'est que la générosité de l'État, elle se fait pas avec l'argent de l'État, elle se fait avec votre argent. À tous, l'argent de tous les gens qui nous regardent, qui triment toute la journée, pour aller donner de l'argent à qui à la fin? Au Mozambique, au Sénégal, à l'Algérie, et la chose la plus aberrante à mes yeux, à la Chine. On donne 130 millions d'euros à la Chine, c'est la deuxième puissance économique du monde. On l'aide à se développer, on est fantastique. Parce que nous, on est Crésus. On a tellement d'argent, on roule sur l'or. Alors on le gaspille comme ça, on le donne au monde entier. Et ce qui est fou en réalité, c'est que dans le même temps, ici à Paris, on fait des appels aux dons pour financer des scanners à l'hôpital Georges Pompidou. C'est ça qui est fou. Je regarde par exemple, on va former le personnel soignant aux Comores. Et nous, on manque de personnel soignant qualifié. On va former des magistrats en Afrique. Et nous, on manque de magistrats. C'est pas aberrant? Est-ce qu'on n'est pas dans une situation où il faudrait d'abord être généreux chez nous, d'abord régler nos problèmes à nous, avant d'aller donner notre argent au monde entier? Et est-ce que vous pensez que la situation... oui. Est-ce que vous pensez que la situation économique est rattrapable ou c'est foutu selon vous, la dette de la France? Alors, 100% rattrapable. Moi, je viens vous dire tout ça. Je vous dis, il y a des sujets d'alerte, il faut que les gens ouvrent les yeux. 100% rattrapable. Je vous donne un exemple. Vous avez des pays à l'est de l'Europe qui ont vécu le communisme pendant 90 ans. 90 ans à voir leur économie par terre s'écrouler. Ils sont sortis du communisme. Quelques années plus tard, ils ont relevé leur école, ils ont relevé leurs économies, ils ont des taux de croissance plus importants que les nôtres. Moi, si j'étais provocatrice, je vous dirais, en France, ça fait que 40 ans, le communisme. Je pense qu'on va être capable de s'en tirer. Donc, on a toutes les ressources chez nous. Vous avez vu Notre-Dame?
C'est magnifique. On se dit, il y a des métiers, on croyait qu'ils étaient disparus, on croyait que plus personne savait faire ça depuis des siècles, et on se retrouve... C'est ça la force de la France, Exactement. ces métiers-là. On a Polytechnique, on a des atouts fantastiques, on a encore des gens qui innovent. La force de la France, ce sont avant tout les Français, les artisans, on l'a vu quand on a vu ce qu'a donné Notre-Dame. Et aujourd'hui, on a l'impression que les autorités ont laissé tomber tous ces Français-là. Tous ces Français qui travaillent, tous ces Français qui font la force de la France, tous ces Français qui font la fierté de la France même à l'étranger. Parce que quand il y a des Américains, des Chinois qui viennent en France, ils disent c'est incroyable ce qu'ils font la France. Ouais. Mais ces gens-là, on les a laissés tomber. Ouais. Et aujourd'hui, on a laissé tomber justement, en laissant tomber ces gens, on a laissé tomber la France. Et c'est vrai que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est triste tous les jours. Vous le savez, moi je me lève pour 3 choses tous les matins, vous le savez. Oui. Le bleu, le blanc, le rouge. Et quand je vois ça, ça me fait mal. Non, mais on rigole, mais c'est vrai. Sarah Knafo, ce qu'elle dit. Justement, Sarah Knafo, François Bayrou, Premier ministre, vous dites quoi ? Parce que c'est possible. Je dis bonnet blanc, blanc bonnet. Alors on va passer d'un Macron jeune avec Attal à un Macron plus vieux avec Barnier. Maintenant on passe à un Macron béarnais. On va pouvoir changer comme ça beaucoup. Ce sera la même politique. Vous pensez qu'on est dans la sauce avec les... Si je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'en France, pour moi, on a des héros qui continuent, qui innovent dans l'intelligence artificielle, des ingénieurs. On a des héros et on leur fait nager le 100 mètres avec 10 boulets aux pieds. C'est comme si vous mettiez à Léon Marchand, vous lui attachiez des trucs et vous dites maintenant nage. Il gagnerait quand même lui. Donc imaginez si on enlève ces boulets. On a de tels talents, on a de telles compétences, on a un tel savoir-faire hérité de notre histoire, hérité de bonnes décisions qui ont été faites à l'époque. Quand on crée Polytechnique, voilà une très bonne décision qui nous amène aujourd'hui à avoir des leaders dans le domaine de l'innovation, des technologies. Donc on a encore les moyens de tout faire. Et moi, ce qui me fait de la peine, c'est quand je vois que de l'autre côté de l'Atlantique, on a des gens qui sont en train de créer des fusées. Ouais. Qui, de l'autre côté encore, qui créent des porte-avions, qui réfléchissent à aller sur Mars. Et nous, nos questions, c'est comment faire pour ne pas attendre 6 heures aux urgences ? Comment faire pour que ma fille ne se fasse pas agresser quand elle va dans la rue ? Comment on peut faire pour avoir un peu plus de lits à l'hôpital ? Enfin, c'est terrible de se dire qu'un grand pays comme le nôtre se met à se poser ces questions-là, au lieu de se dire comment on va être leader demain, comment on redevient la première puissance du continent européen. Donc voilà, moi, c'est les questions auxquelles j'essaye de répondre. Le meilleur ministre pour vous, ce serait qui ? Premier ministre ? Le meilleur Premier ministre ? Oui. Dans la situation actuelle, si on est lucide, je ne vois pas mieux qu'un Premier ministre de centre droit, quelqu'un qui pourrait essayer de satisfaire toute cette partie de l'Assemblée. Donc, le cornu. Donc, ça sera blanc, bonnet, bonnet blanc, encore une fois, mais je préfère ça que Lucie Castet, Huguette Bello, je ne sais pas qui, enfin, toute l'extrême gauche, je préfère ça, ouais. Lucie Castet, elle est plus du tout dans les... J'espère plus du tout. Plus du tout. Je crois qu'elle est retournée. Elle répétera ça jusqu'en 2027. Je crois qu'elle est en train d'aller repartir faire un stage de boomerang là sur Calais. Là. Oui, dernière question. Vous aviez été député à l'Assemblée nationale et pas députée européenne. Est-ce que vous auriez voté la motion de censure comme le RN aujourd'hui pour Michel Barnier ou vous l'auriez préservée ? Moi, je pense que j'aurais tout fait différemment. C'est-à-dire que j'aurais tout fait pour qu'on n'en arrive pas à ce budget qui méritait la censure. Je pense que Michel Barnier, c'était un homme qui était... pliable, ce serait un peu familier de dire ça, mais on pouvait le faire plier, ce monsieur. Ça se voyait qu'il était un peu accommodant. Au début, Marine Le Pen l'avait choisi. Vous vous rappelez, quand on disait Marine Le Pen, c'est la DRH de la République, elle l'avait choisi parce qu'elle se disait, lui, il sera conciliant. Et à ce moment-là, quand on demandait à Marine Le Pen, et quelles sont vos lignes rouges, qu'est-ce que vous lui demandez ? Au départ, c'était pas clair. Elle disait, je demande du respect. Je pense qu'à ce moment-là, il aurait fallu dire à Michel Barnier, on te laisse 6 mois. Si en septembre prochain, on n'a pas remis des classes de niveau à l'école, on censure. Si on n'a pas rétabli des frontières, on censure. Si on n'a pas, sur le budget, baissé les impôts sur les entreprises, par exemple, on censure. Donner 4 ou 5 mesures assez claires. J'aurais tout fait pour qu'on n'ait pas besoin de censurer. Parce que, encore une fois, dans la situation actuelle, on n'a pas grand-chose à espérer que des petits pas. Et là, ça fait 6 mois qu'il y a eu une dissolution. Les Français n'ont rien obtenu. Pour moi, l'essentiel, c'est d'être un peu pragmatique dans ce genre de situation et se dire comment on fait pour se battre au quotidien pour les Français, pour permettre d'obtenir des gains. Je pense que quand les Français regardent aujourd'hui la situation, c'est ce que j'ai compris hier d'ailleurs sur BFM, eux, ils ne se disent pas pour ou contre la censure. Ils se disent, mais quand est-ce que ces politiciens vont être capables de s'entendre pour que le pays avance même un tout petit peu ? C'est ça leur question, et je les comprends. Donc vous estimez que Marine Le Pen a commis une erreur ? Excusez-moi, vous êtes qui qui vous a donné la parole ? Moi-même. D'accord. Vous savez qu'on n'est pas dans Vidéogag ici, c'est pas... j'avais cru pourtant au début de l'émission. Je vous aime beaucoup. Qu'il est drôle. Non, restez, vous poserez votre question dans un instant. Sarah Knafo, on va faire les 5 images du jour. Vous voulez bien rester avec nous ? Vous avez un truc à faire ? Oh, je suis dispo, c'est bon. Non, c'est vrai ? Très bien, restez, alors à tout de suite.
On parlait de François Bayrou il y a un instant. Sarah Knafo est avec nous, on peut l'applaudir. Merci Sarah Knafo. Sarah Knafo, on parlait de François Bayrou il y a un instant, puisque apparemment, sachez-le, il attend un coup de fil de l'Élysée d'un moment à l'autre. Je ne sais pas pour lui dire quoi, mais il l'attend. A priori, c'est lui le favori pour être Premier ministre. Par contre, s'il n'est pas nommé demain, à mon avis, on le retrouvera sur le marché de Pau samedi ou dimanche. Mais pour l'instant, c'est le favori. Et donc, cet après-midi, sur Europe 1, vous savez, voilà, on est sur Europe 1 avec des membres de l'équipe, dont Valérie Benaïm, qui fait un travail exceptionnel, hors antenne. C'est agréable. Merci. Je disais aussi. Hors antenne, fait un travail exceptionnel. Et donc, on a appelé tout Pau pour leur dire que François Bayrou allait certainement être Premier ministre. On n'a pas réussi à avoir une personne. Un pot pourri. À Pau. Les hôtels, on n'arrivait pas à les avoir, personne. Le seul qu'on a réussi à avoir, c'est François Bayrou lui-même. C'est incroyable. Et comme il a vu un 01 qui l'appelait, il s'est dit, ah, les gars, à mon avis, c'est l'Élysée. Le gars, il a répondu, je vous jure que c'est vrai, à une demi-sonnerie. Ça veut dire François Bayrou, il était comme un... Oui. Oui, non, c'est bon, j'ai la valise est faite, là, je suis prêt à venir. Hein. Oui, non, mais c'est bon, je suis prêt. Non, oui, c'est bon, oui. Merci. Je fais un brushing et j'arrive. Merci. Non, mais c'est vrai, en plus, c'est vrai qu'il ressemble à Richard Gere. Tout le monde le dit, tout le monde le dit. Alors, il le dit de lui-même. Tout le monde le dit. Mais si, il ressemble à Richard Gere. Enfin, il ressemble plus à Richard Gere de la compta. Mais il a un truc de Richard Gere. Enfin, il est ici dans un film Peur primale. Avec Edward Norton. Ah oui, pas mal. Génial film. C'est un film dans la pénombre. Non, il a un petit truc. Et donc, on l'appelle. Bon, ça n'a pas duré longtemps, mais le gars a répondu. Parce qu'un 01, je vous jure, je suis sûr et certain qu'il s'est dit c'est l'Élysée. Il s'est dit, à mon avis, on va me dire, le président Macron veut vous parler. Malheureusement, c'était ni le président ni Macron, c'était Hanouna. Ah, génial, c'est beau. On a appelé tout Pau. Mais on n'a pas appelé le principal intéressé, François Bayrou. Et là, il vous prendra pas autant. Mais attendez, on va l'appeler quand même, François Bayrou, le mec. On va lui laisser des messages. On va lui laisser des messages. Ne vous inquiétez pas, je vais pas lui faire les poches, moi. On appelle François Bayrou. C'est dingue parce qu'ils l'ont mis en orange sur mon tableau. Ah bah oui. Modem. C'est fou. Et là, il décroche. Allô. Allô, oui, bonjour François Bayrou. Oui, qui est à l'appareil. Bonjour François Bayrou, on est en direct, on est sur Europe 1. En fait, c'est Cyril Hanouna dans On marche sur la tête. Et on voulait vous dire on serait très heureux que vous soyez Premier ministre. Donc on espère, on attend. Parce qu'il y a un monsieur de Pau. Ah, il a raccroché, c'est incroyable. Non, il a raccroché. Ouais, mais on l'a eu quand même. C'est normal. Les mecs, pas du tout. Vous savez pourquoi il décroche. Vous savez pourquoi il décroche. Pourquoi ? Il attend le coup de fil. Là, les mecs, mais vous êtes fous, quoi. Ah, vous pensez que c'est ça ? Bah, bien sûr. Il vous a pris pour le PR. C'est un 01 qu'appelle. Mais c'est incroyable. Ah, punaise, c'était fou comme séquence. Mais il a confondu Europe 1 et l'Élysée, les mecs. C'est incroyable. Tu vois, Cyril, là, on était au cœur de l'histoire politique. Mais il a répondu, il pensait qu'il y avait un bail. Une demi-seconde. Sarah Knafo, vous qui êtes dans la politique, est-ce que vous pensez... Et moi, je pense qu'il pensait qu'on l'appelait pour être Premier ministre. Un numéro qu'il ne connaissait pas, il s'est dit 01. Après, il a cru que c'était une blague. Ouais, après, il a cru que c'était une blague. Et après, et alors, moi, je me suis dit, s'il est Premier ministre, il va raconter ça. Tout le monde il va dire, attends, tu sais pas ce qui m'est arrivé. Bon, après, heureusement, ils m'ont vraiment appelé. Par contre, s'il l'appelle jamais, la honte. Là, il va l'écrire. Hein. Il y a ce con d'Hanouna. Non, mais c'est vrai, c'est sûr. C'est sûr, on va pas se raconter d'histoire. Hein. Vous aviez une question à poser à Sarah Knafo. Oui. Moi, Jean-Michel Maire qui sort de la piscine. Maire, exactement. Oui, je trouve que Éric Zemmour était plutôt discret dans cette dernière période assez agitée, alors que vous, on voit partout. Donc, je voulais savoir si lui, il avait un peu ravalé ses prétentions présidentielles. Est-ce que c'est vous qui deveniez un peu la porte-parole du mouvement et que c'est vous qui seriez la prochaine candidate ? Alors, la réponse est non. En ce moment, Éric Zemmour est en train de produire une série, qui est une série Canal. Je ne dévoile pas, c'est dans la presse. Il explique en 4 épisodes ce qui est arrivé à la France ces dernières années, comment on en est arrivé là. C'est un rôle dans lequel je pense qu'il est le meilleur. Réussir sur le temps long à expliquer les causes qui ont produit les effets qu'on connaît aujourd'hui. Donc il y travaille presque tous les jours. Il sera candidat à la prochaine présidentielle. Moi, je l'espère. Je pense que c'est quelqu'un qui a vu... je ne vais pas annoncer sa candidature à sa place. Et puis 3 ans, c'est long. Moi, je vois beaucoup de gens en politique qui sont très futuristes, qui pensent à 2027 maintenant. Ils ne s'occupent pas de leur métier aujourd'hui. Pourtant, ils sont payés aujourd'hui. Ils font des billards à 4 bandes en refusant des gens au gouvernement parce que dans leur idée, c'est ça va être un concurrent pour 2027, etc. Nous, chez Reconquête, c'est peut-être notre particularité. On ne voit pas la politique comme ça. On se dit qu'il faut se battre tous les jours.
Par exemple, on a créé une association qui s'appelle Parents Vigilants et qui sert à nous alerter de tout ce qui se passe à l'école, qui peut menacer les enfants, qui peut faire chuter le niveau à l'école, qui peut être de la propagande. Donc ça, c'est des combats qu'on mène tous les jours. On a tous les jours des petites victoires comme ça pour les Français. Et donc voilà, moi je réfléchis pas à horizon 1000 ans, mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour mon pays? Alors, justement, si vous pouvez rester avec nous à Sarrac-Navo, parce qu'en première image du jour, on aura le maire de Cannes, David Lisnard, qui a eu des mots chocs justement sur l'insécurité. J'aimerais bien que vous réagissiez là-dessus si vous voulez bien rester avec nous. Ils sont très sympas, vous allez voir. C'est des gens vraiment délicieux. Sur TMC, je suis tombé sur l'émission avec le titre le plus long du monde, Marché de Noël et grands magasins dans les préparatifs du plus gros business de l'année 2024. Ouais, ils savaient pas quoi choisir. Ils se sont dit voilà. On a découvert Liliane, une cliente un peu relou pour choisir, et ça sera l'occasion de reparler. J'aimerais bien avoir votre avis sur le mot Noël, parce que vous savez, il y en a beaucoup qui veulent parler de marché d'hiver maintenant. Ils ne veulent plus qu'on utilise le mot Noël. Moi, j'ai un pote qui s'appelait Jean Noël, maintenant il s'appelle Jean d'hiver. Regarde. On va chercher un coin large, pas trop large. Bah, pas trop large. C'est pas mal. C'est petit. Il est un peu plus bas, ouais. Non, un autre. Oh, ça, il est trop épais, celui-là. Ah, celui-là, là. Oh non, c'est trop large. Trop large. Ouais. Bon, bah, c'est combien, celui-là? 37,99. Ouais, vous n'avez pas le choix. Qu'est-ce que vous en pensez, Sarrac-Nafo, ils veulent enlever le mot Noël, ils veulent le mettre d'hiver maintenant? Je pense que c'est ridicule et que quel que soit le bord politique, tout le monde est d'accord, même Gilles Verdez. Non, maintenant il n'est pas d'accord là-dessus. Il veut enlever le mot Noël, bon, j'ai raté. Ils vont enlever le mot Noël. Il nous déçoit jamais. C'est beau ça. Non, en vrai. J'adore. Là, c'est la phrase que je vais la mettre en fond d'écran. Oui, et donc, je pense que voilà, on a tous vu Notre-Dame ce week-end. C'est magnifique. On peut pas être français et ne pas avoir les larmes aux yeux quand on regarde cette cérémonie. Et qu'est-ce que ça signifie, cette cérémonie? Ça montre comme la France est belle quand elle assume ses racines. Oh. Ça veut pas dire aller convertir les gens dans la rue ou que sais-je. C'est juste d'admettre que oui, la France, c'est un vieux pays chrétien et que Cyril Hanouna a raison d'avoir mis cette crèche sur son bureau. C'est un vieux pays chrétien. Je vous l'offrirai, Gilles Verdez. Et c'est magnifique quand on s'assume tel qu'on est et tel que l'histoire nous a fait. Gilles Verdez, sur le mot Noël, vous n'avez pas changé d'avis? Pas du tout. Pas du tout. C'est pas Noël en soi, c'est Noël dans les lieux publics. Et comment ils vont faire la compagnie créole sur Joyeux Noël, bon baiser de Fort-de-France? Ce sont des municipalités. Parfois, je trouve que c'est bien de mettre sapin d'hiver parce que c'est inclusif, c'est ça. Pour intégrer tout le monde. Ce qui est inclusif, c'est hiver. C'est Noël, c'est pas un hiver. Oui. Voilà. Je vais vous répondre parce que c'est un sujet sérieux. Moi, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis et tous les week-ends, j'y retourne parce que mes parents y sont. Et ce week-end, j'y étais. Je discutais avec une femme qui est sur la place du marché et que j'aime beaucoup. Et on voyait qu'il n'y avait plus beaucoup d'illumination. Et je lui dis, cette année, il n'y a plus beaucoup d'illumination. Pourquoi? Elle me dit, la mairie, quand elle veut faire des économies, elle se dit, on va enlever Noël parce que comme ça, c'est inclusif. Et elle est musulmane. Et elle me dit, mais moi, je déteste ça. Moi, si je suis venue en France, c'était pour être en France. C'était pas pour être ni dans mon pays d'origine, ni ailleurs. Elle me dit ce que j'ai aimé en arrivant en France. Elle est arrivée quand elle avait 20 ans. Elle me dit, je me promenais, j'étais devant les Galeries Lafayette et je me disais, mais comme c'est beau la France. À Noël, on voyait toute cette magie, ces illuminations. Et alors, elle a un salon. Et dans son salon, elle a mis un immense sapin de Noël. Et elle trouve ça magnifique. Elle dit, je remplace ce que la municipalité ne fait plus. Et là, vous vous dites inclusif, mais le meilleur cadeau à offrir à des gens qui sont venus chez nous, c'est de leur offrir le pays dans lequel ils sont venus. Absolument. Pas de se renier nous-mêmes. Oui. Ah oui, dans ta gueule. Dans ta gueule, ouais. Passe une bonne émission, lui, encore. Sympa. Il passe une bonne émission. Ça va, passer une bonne émission. Très bonne. Mais là, vous parlez de la sphère privée. Oh là là, n'importe quoi. J'ai dit un mot, laissez-moi juste dire ma phrase. C'est toujours excusez-moi, c'est un mot, une connerie. Cette dame, elle vous parle de son salon. Moi aussi, j'ai un sapin. Pas du tout, mais alors. Mais comprends rien. Laissez-moi finir ma phrase. Mais c'est insupportable. Mais les illuminations dans la ville de Saint-Denis, moi, je suis d'accord qu'on réduise le budget. Mettez-le chez Duhamel, là. Et vous parlez d'une dame. Moi, j'ai le point de vue inverse. C'est un point. Le vôtre. Et le vôtre. Et elle a le sien. Et vous, le vôtre. Et moi, je trouve que. Donc les gens que vous voulez inclure, ils veulent la France et vous voulez leur bien sûr. Mais c'est pas vous voulez les priver de la France. Mais c'est pas ça, c'est ouvrir à d'autres religions. Monsieur Verdez. Déjà ouvert. Monsieur Verdez. Qu'est-ce que vous voulez mettre?
Qu'est-ce que Vous voulez mettre fermez, moi j'ouvre. C'est vous qui fermez. En fait, c'est tout le contraire. Vous les méprisez parce que vous pensez que les gens qui sont venus en France nous détestent. Vous pensez qu'ils détestent nos racines. C'est vous qui les méprisez. Ils peuvent avoir un attachement à ça. Ils peuvent se dire, je suis venu dans un pays qui a une immense culture. S'ils voulaient vivre au Maroc, ils vivraient au Maroc. S'ils sont en France, c'est parce qu'ils veulent vivre en France. Au bout d'un moment, il faut se dire, assumons-nous. Et peut-être qu'on sera aimable si on apprend nous-mêmes à s'aimer. C'est quand même la base, le commencement. Je réponds juste sur un mot parce qu'il parle d'enjeux budgétaires. Alors là, ça me rappelle quelque chose. On entend souvent des municipalités qui nous disent que pour réduire dans leur budget, ils vont couper en premier lieu sur toutes les choses qui font notre identité. Je vous donne un exemple. La municipalité à Strasbourg, c'est des écolos. La première chose qu'ils veulent faire pour gagner un peu d'argent, pour gratter un peu de budget, c'est d'enlever les illuminations de la cathédrale de Strasbourg. C'est-à-dire ce qui fait notre fierté dans le monde entier. Il y a des touristes qui viennent à Strasbourg précisément pour voir la cathédrale. Là, moi, j'y suis souvent à Strasbourg, il y a le Parlement européen. Vous marchez près de la cathédrale, si vous ne savez pas qu'elle est là, vous ne la voyez pas. Ouais. C'est tout noir, on ne voit rien. Mais c'est d'une tristesse, cette ville qui se prive de sa propre identité. S'ils veulent faire des économies, ils peuvent m'appeler. Moi, je sais, je peux lire un budget, je peux leur dire j'étais magistrate à la Cour des comptes, je sais faire ça, trouver des économies. Je vous donne un exemple pour la ville de Paris. Est-ce que vous savez que Madame Hidalgo a 55 000 personnes qui travaillent à ses côtés. Quoi ? Elle a besoin, Madame Hidalgo, d'une armée de 55 000 personnes pour saccager Paris. Plus que France Travail. Plus que France Travail. Est-ce que vous savez qu'elle a... Ça va vous amuser. À la direction de la communication de Madame Hidalgo, il y a 400 personnes. Non. 400. Elle a la communication 400 personnes à la communication de Madame Hidalgo. Elle a la com la plus catastrophique de l'histoire de la politique. Ah oui. Trump, il en a un, c'est lui-même. Non, c'est vrai. Kennedy, il en avait un, c'était son conseiller com. Elle en a 400. 400 pour faire ce qu'on fait. Non, mais c'est pas possible. Alors, je pense que même sur TPMP, vous êtes des génies de la com, vous n'avez pas 400 personnes à votre direction de la com. C'est quand même aberrant. Bref. Elle était facile. Merci Madame Knafo, merci. Oui, vous êtes une jeune femme, donc vous n'avez pas connu ça. Mais moi, quand j'étais jeune, en fait, on ne parlait pas de religion. Et aujourd'hui, je trouve qu'on parle beaucoup trop de religion. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Je suis d'accord. Je pense que moins on est sûr de soi et plus on en parle. On n'en parlait pas à une époque où c'était évident que la France était un pays chrétien et un pays chrétien qui pouvait accueillir des personnes d'autres religions. Moi, par exemple, je suis de confession juive. J'ai été accueillie par la France, mais à aucun moment j'ai voulu mettre en cause quoi que ce soit. À aucun moment je me suis sentie insultée parce que des gens disaient Joyeux Noël. Au contraire, je trouvais ça magnifique. Dans ma famille, on adorait ça. On se disait, on est vraiment en France. Et c'est quand même un plaisir de se dire, on est dans un pays qui a une forte identité. Si vous allez en vacances au Qatar, Monsieur Verdez, vous vous sentez pas insulté parce que vous voyez la religion musulmane. C'est leur pays. Rarement, mais ils ont bien le droit. Y a pas de problème. Si vous y alliez au Qatar, c'est l'imparfait. Vous ne vous sentiriez pas insulté. Vous restez longtemps. Ils ont quand même le droit d'avoir leur propre religion. Pourquoi est-ce que la France, on serait le seul pays à ne pas avoir le droit d'avoir une culture ancestrale qui a duré pendant des siècles, et soudain, comme ça, nous, en 20 ans, on se décide qu'on va la rayer complètement de la moitié des Français sont athées ou agnostiques, et en fait, on n'en parle jamais, et on parle que de la religion tout le temps. La religion devrait rester vraiment intime et privée et chez soi. En fait, je trouve qu'on en parle beaucoup trop. Je suis d'accord avec vous. C'est ça qui exclut les gens. Entièrement d'accord avec vous. C'est pour ça que nous, ce qu'on dit chez Reconquête, ce qui nous dérange, pas la présence de musulmans, c'est l'islamisation de la sphère publique. Il parlait tout à l'heure de sphère publique. C'est ça qui est dérangeant, c'est le fait que la religion ne soit plus chez soi. Donc une transcendance privée, quelqu'un qui veut faire ses prières, qui veut manger comme il veut manger, il n'y a aucun problème, tant que ça n'est pas imposé aux autres. Alors après, on peut se dire, on est quand même un pays qui a eu une histoire chrétienne, on peut l'assumer quand on voit que le monde entier vient à Notre-Dame. Elon Musk, Donald Trump, la monarchie britannique. On se dit, voilà ce qu'il respecte. Il a fait pousser la barbe. Prince William. Il paraît que même Trump a dit qu'il l'avait trouvé beau gosse. Il a dit c'est un beau garçon. Il allait bien. C'est tout ce que j'ai retenu, moi. Pas mal. De ce bail. Non, mais je l'aime bien, William, moi. Un pote. Non, mais c'était quoi? Qu'est-ce que vous dites de ce qu'elle vient de dire? Je peux répondre sur islamisation de la sphère publique. Ça m'aurait étonné. Ça, c'est votre grand délire. Mais quoi? En quoi il y a une islamisation de la sphère publique? Je vous pose la question, mais c'est trop gentil de vous poser la question. Ça n'existe pas. Et le problème, c'est que quand vous dites ça, vous excluez des millions de jeunes musulmans qui, du coup, avec vos discours, vont être réduits à se replier sur eux-mêmes plutôt que de s'ouvrir à la France. C'est vous qui êtes dangereux. Je suis totalement d'accord avec votre voisine parce qu'en fait, je venais de faire le contraire. Mais si vous écoutiez un peu au lieu d'être dans l'endoctrinement et dans la propagande, vous auriez entendu que j'avais fait exactement l'inverse. Il y a 5 minutes, vous nous avez dit
J'aimerais que dans l'espace public, il y ait d'autres religions parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont une autre religion en France. Donc il y a 5 minutes, vous preniez l'islamisation vous-même. Non, j'ai pas dit ça. J'ai Si, pas vous dit avez que je voudrais qu'il y ait d'autres religions. Non, non, j'ai dit non, j'ai pas dit ça. Pas de problème, Non. vous n'avez pas dit ça, donc vous êtes contre l'islamisation et je vous en félicite alors. Mais c'est quoi? Mais vous n'avez pas répondu encore une fois. L'islamisation C'est quoi, de la sphère alors publique, ça monsieur n'existe Verder, pas. voilà. C'est quoi? Alors, Donnez-moi des Je exemples. vais vous dire ce que c'est. Un exemple. Moi, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis. Donc je suis née en Seine-Saint-Denis en 93. Depuis 1993 à aujourd'hui, tout a changé. Tout a changé. Plus rien n'est comme avant. Des boucheries halal, c'est de l'islamisation. Ça vous gêne? Est-ce que c'est de Ça l'islamisation? vous gêne des boucheries halal? Est-ce que vous trouvez pas Ça ça vous gênant? gêne des Est-ce que vous boucheries trouvez halal? pas Moi, ça je vais à la gênant? boucherie halal. En quoi ça vous gêne une boucherie Ce qui halal? me gêne, Dites-moi. C'est bon, il n'y a pas besoin de vous énerver. mais Ce répondez-moi. qui me dérange, c'est quand les Français deviennent parfois minoritaires sur leur propre sol. Ça, c'est dérangeant, parce qu'on se sent dépossédé. C'est ça qui est dérangeant. Quand on a l'impression qu'une autre religion s'impose. Pas des gens qui le font dans la discrétion, par exemple. C'est ça qui est dérangeant. Mais comment font les musulmans? Bah, c'est ça. Enfin, c'est marrant ce que vous dites, ça n'a aucun sens. Quand on est musulman, c'est normal qu'on mange de la viande halal. Ils sont bien obligés d'aller dans des boucheries halal. Mais ce qui Du coup, est comment vous dérangeant, pouvez exclure c'est le tous fait ces musulmans, Regardez, en fait. si Les vous me boucheries dites, si vous cachères, me dites, on les en fait, interdit aussi, alors, du coup. ce qui est l'essentiel, c'est le nombre. C'est-à-dire qu'on a beaucoup trop accueilli. Jusqu'à aujourd'hui. Je pense que maintenant c'est clair pour tous les Français, c'est le nombre. Quand vous avez des populations qui sont venues en étant chacune minoritaires dans l'endroit où elles arrivaient, c'est elles qui s'assimilaient, c'est elles qui voulaient devenir comme la majorité qui les entourait. Quand vous avez des départements qui sont désormais à majorité musulmane, à quel modèle ils vont s'assimiler ? Qui est le modèle juste à côté ? Quand vous avez- Sarah Knafo, il y a Raymond qui va poser une question sur les boucheries cachères. Pourquoi vous trouvez qu'elles sont moins nombreuses? Pourquoi? Parce que sinon, si les boucheries halal, les boucheries cachères, voilà. On interdit là, on Je interdit pense là. que ce que j'étais en train de dire répondait. Je ne vous dis pas qu'il faut interdire les boucheries halal. Je vous dis que le problème, c'est quand au bout d'un moment, une population qu'on a accueillie devient tellement nombreuse qu'à la fin, elle vit entre elles. Sarah, C'est c'est plus là, un exemple de modèle. Sarah, c'est là que vous vous trompez. On ne l'a pas accueilli. Ils sont nés là. Ouais, ils sont... Quelqu'un qui a 30 ans, 40 ans, il est né en France, lui. On ne l'a pas accueilli dans sa tête. Mais C'est bien pour moi. C'est bien pour nos parents. Ils sont venus en France pour travailler. Mais Attendez, le problème, attendez. c'est même pas un problème. Celui qui a 40 ans aujourd'hui, on ne l'a pas accueilli. C'est son père qui est venu, sa mère qui est venue. Lui, il est français comme il ouvre vous et une moi. boucherie halal. J'ai Il est l'impression musulman de devoir depuis qu'il a dire 20 une ans. évidence, Il mais ne se avant- sent pas accueilli. C'est un avant procès 1900. d'intention. Hein. Non, ils se sont pas accueillis. Mais ils se sentent accueillis. Sarah Mais attendez, Knafo. moi je me sens accueillie. Pourquoi ils se sentiraient pas accueillis? Parce qu'il n'est pas accueilli, il est chez lui. Regarde, j'ai l'impression de devoir dire une évidence. Avant 1970, en France, il n'y avait pas de présence musulmane en France. Depuis, il y en a une. C'est une évidence pour tout le monde, y mais compris ces pour nouvelles des, générations, y compris elles sont pour nées des gens, françaises. y Elles compris sont pour nées des gens de religion musulmane assimilés qui disent aujourd'hui, plus on en accueille, plus c'est difficile d'assimiler, d'intégrer, parce qu'il n'y a plus de modèle français à côté. C'est difficile quand vous êtes à Saint-Denis de vous identifier à un modèle français. Quand vous prenez une ville comme le Blanc-Ménil, où dans des classes, vous avez 27 enfants sur 29 qui ne parlent pas le français, quel est leur modèle ? À qui Non, ils vont en quelle s'intégrer? classe? Comment est-ce que vous pouvez Non, mais vouloir Comment est-ce que Au Blanc-Ménil, il y a 27 enfants dans une école qui ne parlent pas français. Absolument, Mais à quel âge? absolument. À quel âge? Au CE2 par exemple, Non, mais je vous non, donne Sarah, des exemples d'écoles primaires, je Ils vous donne parlent des pas- exemples non, qui Sarah, existent. non. Excusez-moi, J'y vais vraiment, avec vous demain. j'invente. Bah venez. J'y vais avec vous J'invente- demain j'invente dans pas une des école choses. de CE2 Venez, ou bien sûr. CM1 au Blanc-Ménil, il y en a Venez en 27. bas de Si vous chez avez mes parents, rien et trouvé je vous d'autre pour lui raconte donner comme ça à rendez-vous. chaque Ouais, c'est bizarre, on va se donner rendez-vous dans une classe. ça, bah oui. Non, je vous assure que j'invente pas. Je pense que c'est un phénomène qui saute à la figure de tout le monde et où les gens commencent à se dire, est-ce que à force d'avoir accueilli, on n'est pas finalement en train, parce que c'est un phénomène qui continue, hein, là j'en parle comme si c'était du passé, tous les ans on continue d'accueillir 500 000 personnes par an. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, on accueille l'équivalent de la ville de Paris. C'est quelque chose d'énorme. Et au bout d'un moment, il faut se poser des questions quand vous voyez que le peuple français dans son ensemble se met à rejeter cette immigration. C'est pas parce que le peuple français n'est pas généreux. C'est l'un des peuples les plus généreux du monde, c'est l'un des peuples les moins racistes du monde, sincèrement. Donc quand on voit ça, c'est bien parce que tout le monde s'aperçoit que ça commence à poser des problèmes graves, culturels, identitaires, sécuritaires. Ça commence à poser des problèmes sérieux. Oui, mais enfin... Alors, j'aimerais qu'on va passer direct à la première image du jour parce que j'aimerais qu'on en parle avec vous. C'est David Lisnard, le maire de Cannes, qui parle de l'insécurité qui s'installe en France. Et en tant que père, il ne vit plus tranquille quand ses filles sortent le soir. Et c'est vrai qu'il y a une insécurité incroyable en France, hein, on le voit bien. J'aimerais bien qu'on réagisse là-dessus. Il n'y a que Gilles Verdez qui dit qu'il n'y a pas plus d'insécurité qu'avant en France. Il déteste le mot de mexicanisation. C'est pour ça que je le dis tous les soirs pour l'énerver. Parce que pour moi, mexicanisation est un faible mot. Gilles Verdez, je ne sais pas où vous habitez, mais à mon avis, je pense que vous êtes avec Elon Musk dans l'espace. Allez, regardez.
Les enjeux du pays ne sont pas là. Les enjeux du pays, c'est comment, moi, père de famille, quand mes filles sortent le soir, j'ai plus la trouille qu'elles sortent. Comment, à un moment donné, si quelqu'un doit aller à l'hôpital, ils se disent pas, je vais rester 20 heures sur un brancard. Aujourd'hui, la seule façon de retrouver de la confiance, c'est de proposer une alternative forte et crédible. Alors, Gilles Verdez. Non, mais en tant que père, j'entends parfaitement ce qu'il dit. Non, mais est-ce qu'il y a plus d'insécurité en France? Mais non. Non, mais non. Bon, allez, merci. Rideau, allez, c'est tout le monde terminé. Gilles Verdez, vous pouvez pas dire ça, dites pas de bêtises. Mais c'est pas possible d'entendre des bêtises. Il y a plus d'insécurité. Oh, il va encore gueuler, c'est insupportable. Non, je gueule jamais. Il gueule jamais, lui. Non, mais alors, les chiffres sont en hausse. Mais bien sûr, non, mais pas nier ça. Mais Bernard, les chiffres sont en hausse, c'est sûr, vous avez raison, Bernard. Et aujourd'hui, la délinquance d'aujourd'hui n'est pas la délinquance d'il y a 20 ans. Oui. Un délinquant de 14 ans aujourd'hui, un petit de 14 ans aujourd'hui, c'est pas un petit de 14 ans des années 90. Donc forcément, il y a une délinquance qui est beaucoup plus importante et beaucoup plus jeune aujourd'hui. Donc Gilles Verdez, vous dites n'importe quoi. Il n'y avait pas de Chirol il y a 20 ans. Je vais vous redonner l'exemple. Moi, mes parents, à un moment, quand ils allaient au Brésil, ils disaient attends, au Brésil, c'est hyper dangereux, il faut enlever les montres, etc. Mais maintenant, c'est les gens qui viennent en France qui disent ça. Les gens qui viennent à Paris aujourd'hui, ils disent tous attention, si tu vas à Paris, fais gaffe, parce que Paris, je peux te dire que c'est devenu, tu peux pas te balader tranquille dans Paris. Donc voilà, et Gilles Verdez nous dit qu'il n'y a pas plus d'insécurité. Mais Gilles Verdez, aller dans l'espace avec Elon, oui. Je trouve que c'est un double phénomène qui est inquiétant. C'est il y a déjà beaucoup plus de délinquants, tu le nies, mais c'est vrai. Bien sûr. Deux, contrairement à avant, les jeunes ou les délinquants de plus âge n'ont plus peur ni de la prison ni de la justice. Donc du coup, les deux phénomènes se réunissent pour faire que ça explose complètement. Avant, on avait peur de la prison. T'as peur maintenant. T'as un bracelet ou t'as un rappel à la loi. Bien sûr, Sarah Knafo, vous voulez réagir là-dessus? Je pense que ça sert à rien d'essayer de convaincre monsieur. Les gens qui nous écoutent, eux, sont convaincus. Bien sûr. Moi, j'ai eu une adolescence normale. Je vous ai parlé de la Seine-Saint-Denis. Vous étiez en Seine-Saint-Denis, non? Je me suis faite racketter des tas de fois, voler mon téléphone, agresser dans le RER, dans le tramway. Vous êtes né en 93. 93, bravo, il retient bien. Mais plaisanterie mise à part, quand on subit ça quand on est adolescente, quand on réfléchit à comment on va s'habiller parce qu'on sait qu'on va passer devant tel arrêt de tramway et que c'est pas très fréquentable et qu'on sait qu'on va se faire insulter, ça, moi, je savais pas du tout ce que c'était ni la droite ni la gauche. J'avais aucune opinion politique. J'avais 14 ans, 15 ans. Je savais pas ce que ça voulait dire la politique. Et quand on pense ça, c'est instinctif. Et les gens qui nous écoutent, ils le vivent tous les jours. Et la chose qui est injuste, c'est que c'est pas normal de vivre dans un pays où on a peur comme ça. Il y a d'autres pays. Sarah Knafo, je voudrais juste faire une petite parenthèse. Vous venez de raconter 2 exemples. C'est ce sentiment d'insécurité et c'est cette insécurité du quotidien qui est le principal problème des Français. Il faut qu'ils le comprennent, Gilles Verdez. Ça, c'est pas chiffré. C'est là où il n'a pas compris. C'est là où il comprend rien. Ça n'est pas chiffré, ça. Quand vous parlez à des mecs qui veulent sortir le samedi soir ou des filles qui veulent sortir le soir, qui veulent sortir, ils vous disent tous, nous, on peut pas sortir avec notre meuf parce que forcément, on va se faire insulter, si elle met une jupe, on va avoir des problèmes, on va s'embrouiller. C'est cette délinquance-là. Aujourd'hui, les gens ne peuvent plus sortir tranquilles. Il y a certaines villes de France, je les ai données, il y a à Nantes, qui était une ville tranquille. Aujourd'hui, à Nantes, les gens à 20h, c'est le couvre-feu à Nantes. Sachez-le, il y a énormément de gens qui ne sortent plus le soir à Nantes parce qu'ils disent c'est un coupe-gorge. À Rennes, pareil. Grenoble, pareil. Et Chirol, Grenoble, etc. On le sait, Gilles Verdez, arrêtez En fait, en faisant ça, vous faites énormément de mal à la société, Gilles Verdez. En faisant quoi? En niant le fait qu'aujourd'hui, les gens ne peuvent plus vivre correctement en France. Quand j'étais jeune, on ne pouvait pas sortir. Mais allez, arrêtez de dire des conneries. Arrêtez de dire des conneries. Arrêtez de dire des conneries. N'importe quoi. Avant, tu prenais le RER. Aujourd'hui, tu prends le RER, tu as une chance sur 2 de te faire. Aussi, mais n'importe quoi. Mais non, mais c'est pas pareil. Vous reconnaissez, c'est tout. Ah oui, forcément. Les jeunes sortaient partout à n'importe quelle heure. Quand j'étais jeune, Cyril, moi, je rentrais à l'école, je me posais aucune question. Bien sûr, exactement. Bien sûr. Mes copines, on rentrait à la maison. Ma fille, quand elle avait 14-15 ans, elle n'avait pas le droit de sortir de l'école jusqu'à la maison. Elle devait appeler sa mère. Bien sûr. Elle restait au téléphone pendant tout le trajet pour rassurer sa mère qu'il lui arrivait rien. Tu t'imagines où on est maintenant ? J'ai une personne qui me dit, même Montélimar, ça craint maintenant, et pas que le soir. Elle s'est fait attaquer encore par un nougat la semaine dernière. Non, mais c'est vrai, non, mais sans déconner, non, mais c'est vrai. C'est comme ça partout. Quand on regarde, il y a beaucoup de gens qui se disaient, moi, je vais pouvoir y échapper. Vous savez qu'il y a eu un grand phénomène où des gens ont quitté la banlieue
pour aller se réfugier dans ce qu'on a appelé la France périphérique. Ils sont partis un peu plus loin, en Seine-et-Marne, quand ils habitaient en région parisienne, etc. Parce qu'ils se disaient, on vivra mieux, ce sera plus calme, il y aura moins de densité, il n'y aura pas de dealers en bas des tours, etc. Ils sont partis. Et donc, une grande partie de la France se disait, nous, on n'est pas touchés par ce phénomène de l'insécurité, c'est un truc de gens qui habitent dans les villes, c'est un truc d'urbain. Et finalement, quand on voit l'affaire Thomas à Crépol, vous vous en souvenez, un bal de village, un village loin de tout, et on se dit, mais en fait, tout le monde est concerné. C'est un phénomène qui est en train de se répandre partout en France. Et sincèrement, les habitants de Crépol, si on leur disait ça a toujours été comme ça, on avait toujours peur pour nos enfants, mais enfin, ils peuvent même plus rire tellement c'est tragique. Mais ils soupireraient tellement c'est absurde de dire que ça a toujours été comme ça. C'est pas vrai, non, ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a eu une époque où des gens qui habitaient dans des HLM pouvaient laisser la porte ouverte sans avoir peur parce qu'il y avait une forme de camaraderie, les gens se parlaient. D'ailleurs, quelles que soient les nationalités, des Portugais, des Italiens, des fils de harkis, les gens se parlaient, il y avait un côté beaucoup plus bon enfant que la peur qu'on peut avoir aujourd'hui, partout, tout le temps, à tout moment, à tout instant. On change nos modes de vie, on ne sort pas notre téléphone quand on est dans un métro, on ne sort pas nos écouteurs parce qu'on se dit on peut me les voler, on met nos sacs en bandoulière, on s'habille différemment. On est en train de prendre l'habitude de changer nos modes de vie pour essayer d'échapper à ça. Le nombre de jeunes femmes qui me disent, d'ailleurs il y a des collectifs très intéressant comme un collectif qui s'appelle Némésis et qui essaye justement de montrer que ce nouveau féminisme, c'est un féminisme qui s'intéresse aussi à la sécurité des femmes, à leur quotidien, à la sécurité dans la rue. Et quand on voit le nombre de femmes qui se disent « je peux plus prendre le métro », alors elles sortent moins parfois parce qu'elles n'ont pas toujours les moyens de prendre des Uber. Elles se sont mises à prendre des Uber. Et maintenant, avec tout ce qu'on entend aussi dans les VTC, les affaires de viol, d'agression dans les VTC, elles se mettent à avoir peur de ça. Et à la fin, qu'est-ce qu'on va faire ? On va rester chez nous ? Et on aura même peur du livreur Deliveroo quand on ouvre la porte. C'est pas une vie. C'est pas possible de se dire 6e ou 7e puissance du monde qui accepte que ces jeunes filles, que ces jeunes garçons aussi, on parle toujours des filles, les jeunes hommes qui se font racketter à 1 contre 10, ça existe. Des gens de Grenoble, j'ai beaucoup d'amis qui ont passé leur adolescence par exemple à Grenoble et qui me racontent que tous les samedis soirs c'était la bagarre et ils se disaient comment on va faire, on peut pas rentrer tout seul. Parce que si on rentre tout seul, on va se faire arrêter à 1 contre 10. C'est pas vrai, ça n'a pas toujours été comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui se dit ? Vous trouvez qu'il y a plus d'insécurité ou pas du tout ? Généralement, je peux être d'accord avec Gilles, mais là, je trouve que tu dis n'importe quoi. Par exemple, moi, je me sens pas du tout en sécurité en France, et on peut dire que c'est parce que je suis exposée. Mais même quand je n'étais pas exposée avant, je me sentais pas en sécurité. Par exemple, dans mon pays d'origine, en Pologne, je me sens 10 000 fois plus en sécurité qu'en France. Mais partout, dans tous les pays, il y a énormément de pays. On se sent beaucoup plus. Moi, je suis allé en Espagne. On est beaucoup plus en sécurité. En Espagne, au Portugal, à Londres. En Grande-Bretagne, on est beaucoup plus en sécurité. On est aux États-Unis aussi, au Japon, alors n'en parlons même pas. Les mecs, c'est vrai, mais il n'y a que Gilles Verdez. Au Japon, il y a de la place dans les prisons, vous savez. Non, mais je sais. C'est énorme, non Écoutez, de la place dans... Ah oui, ça, il y a de la place dans les prisons. Nous, on doit construire des milliers de places. C'est fou. Gilles Verdez, en fait, à quel moment vous vous dites, c'est ça qui me... À quel moment vous dites, toi, j'ai peut-être tort de dire ça ? Quand j'ai tort, mais là j'ai raison. Donc je vais pas dire que j'ai tort, puisque j'ai raison. Mais vous parlez d'ensauvagement, mexicanisation, bientôt mais vous savez, 2000 tentatives d'homicide en 2016, plus de 4000 en 2023. Le double. Donc, bien sûr qu'il y a des points de délinquance qui augmentent. Allez, c'est bon. Mais Gilles Verdez, arrêtez de dire des... Parce que Gilles Verdez, c'est insupportable. C'est pas insupportable. Si vous prenez la délinquance globale, il y a des chiffres qui régressent sur les points de délinquance. Mais la seule chose qui régresse, c'est votre cerveau. Je pense qu'il faut plus essayer de le convaincre. Il y a 90% des Français qui se sentent en insécurité en France. Gilles Verdez fait partie des 10%, avec sans doute Manon Aubry et tous les autres. On va les laisser, les 10%. Les 90 sont déjà convaincus. À eux, il faut plutôt leur dire comment on fait pour s'en sortir. Il faut les convaincre que c'est possible de changer les choses. Il faut convaincre les gens qui ont les moyens de ne pas quitter la France, parce que j'entends beaucoup ça aussi. Des gens qui disent mais je vais quand même pas faire grandir mes enfants dans ça. Vous avez parlé de mexicanisation. Les gens se disent mais c'est pas un avenir. Alors ceux qui peuvent pas partir rêvent de partir. C'est pas possible de se dire qu'on va devenir un pays où tous ceux qui peuvent fuient la France parce qu'ils veulent pas faire grandir leurs enfants ici. Donc ce qu'il faut faire, c'est convaincre les 90% que c'est possible, que la France mérite qu'on se batte pour elle, qu'il ne faut pas penser à partir vivre ailleurs, qu'il suffit de mesures simples. Un exemple, remettre des frontières, ça c'est possible. Tous les pays du monde ont des frontières. L'Égypte, la Tunisie, les États-Unis, le Brésil, ils ont tous des frontières et pas nous. Nous, c'est des passoires. On a eu des frontières pendant des siècles. Il suffirait de s'y remettre. Si on remet les frontières, il n'y a plus de délinquance. Mais il y en aura moins. Regardez, quand vous voyez que les étrangers, par exemple, je vous donne un exemple. Madame disait la Pologne et Cyril Hanouna disait le Japon.
Le point commun de ces deux pays, pas d'immigration. C'est leur politique. Non, la justice pas d'immigration. aussi. La prison, quand tu vas en prison au Japon, tu ne vas pas pour avec un bracelet électronique pour 3 jours. Tu y restes et tu ne sors pas tout de suite. Vous avez raison, il y a aussi un problème de l'accès. ça, exactement. Je ne vais pas vous dire le contraire. Bien sûr. Je ne vais pas vous dire le contraire. Mais typiquement, les étrangers sont surreprésentés en prison. Ça rigole pas. Les étrangers sont surreprésentés dans les crimes. Excusez-moi, je vais donner l'exemple de Monaco. Regardez l'exemple de Monaco. Ouais, c'est vrai. Quand vous êtes à Nice, parfois il y a le bordel à Nice. Il y a des cités à Nice. Parfois il y a le bordel. À Monaco, vous avez un flic. C'est une demi-heure de trajet. Vous avez un flic tout seul avec un sifflet. Tout seul. Et un stylo au rond-point. Il siffle. Le même mec qui a foutu le bordel à Nice, il vient devant le flic. Oui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Il y a 30 minutes. Alors, on a roulé 30 minutes. C'est que c'est un problème de justice. J'aimerais qu'on voit le sondage. S'il y en a un, oui, à 92%. Ah bah voilà. 7%. C'est un petit peu mieux que ce que vous faites d'habitude, Gilles Verdez. En progression. Vous avez vu que le célèbre youtubeur français Thibaut InShape viré d'un grand événement sportif car il aurait des idées de droite. Êtes-vous choqué? Il y a Fabrice Divisio qui arrive dans un instant. Alors, franchement, vous pourriez être bien là-dessus, vous. Elle va jamais partir. Sur ça, vous pourrez être bien là-dessus. Bah oui, bien sûr. Même sur Big oui. Ce que vous voulez. Vous pouvez rester. Elle reste pendant tout le rester. Non, mais c'est vrai. On mérite une pige, hein. Bah quoi? C'est une. Bah oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais il y a Fabrice Divisio, vous connaissez? De nom? De nom, bah vous allez le voir en vrai, vous allez voir. Ça va vous faire tout drôle, vous allez en prendre plein les mirettes, comme on dit. À tout de suite. Même en face du Paris Saint-Germain qui a gagné. Oui, contre Salzbourg. On va passer. Je vous l'avais dit qu'on allait passer. Pour l'instant, on est 24e. Je sais, mais ce soir, on va peut-être être 25e parce qu'il y a Feyenoord qui est juste derrière, qui a un match facile, qui devrait passer, parce qu'ils vont passer devant parce qu'ils jouent le Sparta Prague. Qui passe pas? Alors, si t'es 25e et que tu passes, qui passe pas? Non, 24e. Non, mais là, tout le monde passe. Et après, tu vois, si tu passes pas, franchement, il faut que tu arrêtes le foot. C'est que t'es une énorme pipe. Non, mais franchement, c'est que t'es une énorme chèvre, il faut que tu arrêtes tout ça. Mais le PSG va passer, vous inquiétez pas. Et puis en plus, il y a beaucoup d'équipes catastrophiques. Donc, non, c'est plutôt bien fait cette histoire. C'est plutôt bien fait, c'est un beau truc d'escroc, j'adore. Vraiment, j'adore. J'adore. Bah oui, j'adore. Gilles Verdez, vous n'êtes pas d'accord? C'est un truc d'escroc, je suis d'accord avec vous. Je sais qu'on est d'accord là-dessus, Gilou. Totalement. On ira voir un match ensemble. Avec plaisir. Ah ouais, franchement. Ça, j'aimerais. Ça me fait plaisir. Ouais, mais moi, j'insulte l'équipe adverse, l'arbitre, ça vous dérange pas? Vous allez aller voir un match tout seul, merci. Il a la même attitude au stade et sur les plateaux. Mais c'est un amour dans la vie, moi je l'adore. Mais je l'adore. Moi, il pourrait dormir à la maison tous les soirs. Avec plaisir. Ce soir? Non, que je ne rentrerai pas. Merci. Alors, allez, Fabrice Divisio, comment il va? Ça va. Vous avez vu, vous êtes en blouson pull et Sarah Knafou. C'est ce que je constatais, en effet. C'est fou. Hein. Vous êtes content de voir Sarah, vous l'aimez bien? Absolument. C'est vrai? Beaucoup. Il lui les faut toutes, celui-ci. Isabelle Morini-Bosque hier. Ça va, mon Fabrice? Je partage 100% des constats, 70% des solutions. C'est pas mal. Ah, pas mal. 30% à convaicre encore. Exactement. Toujours. Oui, je trouve toujours qu'il a du charme, j'assume. Lui, tous les soirs, lui, c'est. Quand le Playboy arrive, là, le BG, là, le TPMP. Là. Mais elle est sérieuse, elle me l'a dit à bien sûr que je sais, mais elle me l'a dit ce midi, moi aussi. Elle m'a appelé pour me dire est-ce que tu peux me présenter Fabrice Divisio? Je lui ai dit tu le vois tous les soirs. Pourquoi elle ne le serait pas? Quoi? Elle pensait que c'était un peu d'humour, mais pas du tout. Non, pourquoi ça serait contre nature? J'ai pas jamais dit contre nature. Non. Incroyable, c'est qu'il y a un peu d'humour le soir. Ça, c'est J'ai l'impression qu'on a dérapé à un moment quand même. Merci. En tout cas, Fabrice, c'est vrai que vous êtes très séduisant et je reçois énormément de messages vous concernant. T'es mal élevé. Mais c'est vrai. T'es mal élevé, Jean-Michel. Non, mais je vous jure, Fabrice, vous avez non, mais franchement, il a une cote. Et je rigole pas, il a quelque chose. On me dit, il est intelligent, il parle bien, il a un truc. Toutes les femmes me disent, il a un truc. Voilà, bah oui. Je suis sûr qu'il est très beau à cheval. Ah ouais, tout nu aussi. On passe à ça de la catastrophe quand même. C'est que j'ai eu très peur. Allez, merci. Allez, bon, Fabrice, on va parler le célèbre youtubeur. Vous connaissez Thibaut InShape? Pourquoi tout le monde me pose la question depuis tout à l'heure? Vous connaissez? Vous êtes 4 à me poser la question depuis que je suis arrivé. Attendez, c'est pas parce que vous êtes un petit peu beau gosse que vous devez pas faire ça. C'est bon, mais non. Depuis que je suis arrivé, je le prends très mal. Ça fait 4 personnes depuis que j'ai franchi la porte d'entrée qui me demandent si je connais Thibaut InShape. Je vis dans le même pays que vous quand même. Hein. Bien sûr, merci. Il a été viré d'un événement sportif car il avait des idées de droite, entre guillemets. Alors, est-ce que ça vous choque? Et Gilles, est-ce que vous pouvez résumer l'affaire pour nos téléspectateurs? C'était une soirée spéciale organisée par un streamer de combats de boxe, d'influenceurs, etc. Il y avait 5 combats.
et Thibaut InShape devait affronter l'organisateur de la soirée dans un combat. Et puis quelques semaines avant, il a reçu une sorte de mail où il a été appelé en lui disant « tu n'es pas le bienvenu ». Donc il a été viré. Alors, il s'est rebellé parce que certains de sa communauté ont dit « tu es lâche, tu ne veux pas combattre ». Il dit « pas du tout, on m'a viré ». Et l'organisateur a assumé, il a dit « ça aurait fait extrême gauche contre extrême droite, je ne voulais pas de cette politisation, donc oui, je l'ai viré ». Alors qu'il n'a jamais rien dit là-dessus. Hein. Ouais. C'est une vieille rumeur qui tourne depuis des années. Non, c'était pour un truc parce qu'il avait mis le. Il avait incité les jeunes à voter, tout simplement. Exactement, voilà, c'est ça. Et à partir de ce moment-là, on a dit, ah bah il est de droite. Voilà, comme il n'avait pas dit voter à gauche, on a dit, bah il est de droite. Exactement, ouais, c'est ça. Ouais. C'est aussi basique que ça. Moi, je l'adore, moi, en plus. Moi, je l'aime bien aussi. J'aime bien. Alors, est-ce que vous trouvez ça, est-ce que ça vous choque? Juste, Sarah Knafo, petit aparté. J'ai une réponse du patron de DG de France Travail. J'ai sa réponse. Chiffre 2024 pour Pôle emploi. Plus de 3,8 millions de contrats de travail signés, 155 000 créations d'entreprises réalisées, des centaines de milliers de formations avant embauche. Voilà, l'accompagnement au retour à l'emploi de centaines de milliers de RSA ou personnes en situation de handicap. 83% de taux de satisfaction des demandeurs d'emploi et 86% des entreprises utilisatrices. Voilà. Donc c'est les chiffres de Pôle emploi. Gilles Verdez, vous êtes heureux? Magnifique. Alors si je peux répondre, ce qui est intéressant, c'est que quand on creuse... Il est très sympa en plus, le patron de Pôle emploi, vous savez ou pas? C'est possible. Je connais, je vous jure, j'aimerais bien vous le présenter. Avec plaisir. Ouais, franchement, il est incroyable. Il est très très sympa. Moi, je vous le dis, je vais répondre sur le chiffre, après je vais vous dire que moi, je les accuse pas. Sur le chiffre, donc c'est vrai que c'est intéressant parce que on a France Travail qui nous publie le nombre de gens qui, parmi les chômeurs, ont réussi à trouver un emploi. Mais ils nous disent jamais si c'est grâce à eux. Et pour réussir à trouver si c'est grâce à eux, il faut retourner à un rapport de 2017. Et c'est dans ce rapport-là qu'on a le chiffre de seulement 12% de gens qui ont trouvé un emploi grâce à France Travail. Vous pouvez tout à fait être chômeur et, par exemple, aller trouver un emploi dans une agence d'intérim ou sur LinkedIn ou sur Le Bon Coin, si on reprend ces exemples, ou ailleurs, et ensuite vous sortez de la période où vous avez le droit à l'indemnité chômage et France Travail va vous comptabiliser comme quelqu'un qui a retrouvé un emploi. Mais dans leurs chiffres, ils ne disent pas, sur leur site, c'est pas public, pardon, ils ne disent pas si ça a été grâce à eux. Et donc pour retrouver ce chiffre, j'ai dû aller chercher bien loin dans un rapport de 2017. Et ensuite, je précise que moi, j'ai rien du tout contre les personnes. Typiquement, quand je dis qu'il y a trop de fonctionnaires en France, alors France Travail, c'est des salariés, c'est pas des fonctionnaires, mais c'est pas du tout contre eux, c'est pas contre les personnes. Dire qu'il y a trop de fonctionnaires en France, vous savez que même les fonctionnaires disent qu'il y a trop de fonctionnaires. Il y a un sondage qui date de 2021 où on voit qu'il y a une majorité de fonctionnaires qui nous disent oui, il y a trop de fonctionnaires en France. Moi, j'ai été aux fonctionnaires, alors je sais parfaitement qu'il y a des gens qui sont intègres, qui font ça pour l'intérêt général, qui se disent tous les matins comment je peux servir mon pays. Et je sais aussi que parmi ces gens-là, beaucoup désespèrent du système, désespèrent de la bureaucratie, c'est-à-dire ce système où au lieu de rendre un service public, c'est la seule chose qu'on devrait faire avec l'argent des Français, rendre un service au public. Au lieu de faire ça, c'est le bureau A qui va donner du travail au bureau B, qui va lui-même donner du travail au bureau C. Je vous prenais tout à l'heure l'exemple des règles qui sont trop complexes pour l'indemnité chômage, qui expliquent qu'on ait besoin de 7000 personnes juste pour les valider. Donc voilà, moi c'est un système que j'attaque, c'est évidemment pas des gens. Il y a des gens intègres, loyaux, qui aiment leur métier, qui veulent vraiment aider des gens, et c'est sûrement pas moi qui ai été aux fonctionnaires qui les attaquerait. Alors, ce soir, d'ailleurs, il est à la cérémonie de signature de 40 CDI dans le groupe Hayat, de jeunes de quartier, après les avoir formés avec France Travail. Voilà, donc un jour, vous savez quoi, j'organiserai une réunion sur ce plateau aussi. Volontiers. Voilà. Vous allez voir, vous avez bien aimé. Sympa. Je parle avec tout le monde, avec plaisir. Vous parlez avec tout le monde, bien comme moi. Vous savez, moi, je parle avec tout le monde. Alors, on va revenir sur Thibaut InShape. Est-ce que ça vous choque, cette histoire? Voilà, il a des idées de droite, donc il a été viré d'un grand événement sportif. Mais alors, je vais vous dire, qu'il ait des idées de droite ou pas, qu'il soit viré d'un grand événement sportif, là vraiment, ça devient n'importe quoi, les mecs, n'importe quoi. Oui, Guillaume, j'entends. Alors déjà, il n'a jamais dit qu'il votait à droite. Mais au-delà de ça, donc c'est un préjugé. Et quand bien même s'il avait des idées de droite, quel est le problème? Et est-ce qu'on aurait dit la même chose s'il avait des idées de gauche de manière très assumée? Non, mais donc, évidemment que non. Donc des idées de droite. Donc si vous prenez tous les partis de droite, ça veut dire qu'on met environ 15 à 20 millions de Français de côté. On dit, bah, on veut le ballon, on leur parle pas. Ils font pas, ils font rien. Hein, voilà, ils veulent acheter le pain demain matin. Ah non, vous êtes de droite. Non, c'est bon, là, merci. Mais c'est ça qui est terrible, c'est qu'une majorité, enfin une quasi-majorité des Français pensent à droite, votent à droite. Il y a 11 millions, parce qu'on parle très souvent du RN, des Français qui votent pour le RN. Si vous avez le malheur de dire en tant que personnalité publique que vous pensez comme le RN, vous perdez votre travail, notamment dans les métiers du spectacle, dans la télévision. On l'a vu avec Jean-François Killy il y a quelques mois.
c'est dramatique. Quand est-ce qu'on va arrêter ça? On a le droit de dire... Jean-François Aquili, on va rappeler. Qui est un journaliste de France, du service public, de France Info, qui aurait proposé à Jordan Bardella de coécrire un livre avec lui. Ça s'est même pas fait. Il s'est fait virer de France Info. C'est tout simplement honteux. Et ce qui m'énerve d'autant plus, si encore c'était pareil pour la gauche, mais non. Combien d'acteurs on voit dans les meetings de gauche qui continuent à bosser, qui sont mis en avant, etc. Ce deux poids deux mesures est insupportable. C'est ça. Non, mais Yvan Le Bolloc, parce que oui, ça, lui, Yvan Le Bolloc, bien sûr, mais il y en a plein. Sur nous toute la journée. Parce que d'ailleurs, c'est même plus un artiste. Lui, il fait partie de la France Insoumise, Yvan Le Bolloc. Il fait de la guitare. Artiste, bon, il fait plus grand chose. Il fait de la guitare. Il fait de la guitare, oui, chez lui. Moi aussi, je fais de la guitare au coin du feu. Un peu de guitare. Les mecs, il fait de la guitare. Oui, il fait de la guitare. Yvan Le Bolloc, il fait de la guitare où? Je crois, mais Porte de Passy. Au métro Porte de Passy. Non, et les membres du RN et de Reconquête sont très courageux parce que ils osent entre guillemets sortir du bois. Il y a plein de personnalités, plein de Français qui pensent comme eux, mais qui, par peur de perdre leur emploi, ne le font pas. C'est une réalité. Moi, j'ai parlé avec plein de gens qui disaient voilà, moi, je voudrais rejoindre le RN, je voudrais dire que je vote RN ou Reconquête, et j'ai peur parce que je vais perdre mon emploi. Bernard Montiel. Je trouve ça lamentable de politiser un événement sportif, quoi qu'il en soit. Et dans tous les cas, c'est toujours comme ça. Je trouve ça lamentable. Voilà. Ça va vous? Oui. Mais moi, je suis choqué par ce genre d'idée. Moi, je le vois. Oui, c'est choquant, je trouve. D'en arriver là et de parler de ça, qu'on ait viré ce mec parce que, soi-disant, et en plus, voilà, il s'en est très bien défendu d'ailleurs, je trouve ça lamentable. Mais c'est pas politiser qui est choquant, c'est mettre à l'écart les gens. Alors, Gilles Verdez n'est pas choqué, ni Raymond. Alors, Raymond, je suis étonné. Parce que moi, c'est j'ai peut-être une autre vision que Gilles. Moi, je ne suis pas choqué parce que l'organisateur, il fait ce qu'il veut et il accepte qui il veut. Même au sein du gouvernement, au sein de mon État, j'ai le gouvernement qui ne veut pas parler avec le Front National, par exemple. Donc, ils ne veulent pas parler avec le Front National. Ils ne les mettent pas dans les histoires de politique. Ils les ont sortis des négociations, même là. Donc, je me dis que l'organisateur, si lui, il a dit « je ne veux pas qu'un gars estampillé de droite vienne », moi, là où j'en veux, c'est que, par contre, les gens qui viennent... Il ment quand même. Il ment, il est hypocrite, parce que les gens qui viennent, ils sont de droite et qui payent leur place. Il accepte bien l'argent des gens de droite. C'est comme tous ces artistes qui disent « je ne veux pas que les gens votent à droite », ils prennent pendant les élections « ne votez pas pour lui, ne votez pas pour lui », mais par contre, les salles de spectacle, t'acceptes les gens de droite. T'acceptes les gens qui votent RN Sois honnête et n'accepte plus les gens du RN qui rentrent dans ta salle. Et tu verras qu'il n'y aura pas beaucoup de monde dans ta salle. Il y avait 5 combats de prévus. Au dernier moment, on modifie l'affiche. Pourquoi à ce moment-là, on dit dès le départ, il fallait dire non? Pourquoi tout à coup on modifie l'affiche? Parce que ça a fait venir des gens, parce qu'on a pris les gens pour des cons, parce que ça a fait venir des gens, parce que Thibaut Inchep, il fait venir des gens, il fait venir des gens de droite, du milieu et de gauche. Et à un moment donné, on a dit, bon, bah, lui, on ne veut pas qu'il soit là, parce que, je sais pas, ils ont vu qu'il peut être de droite. Mais t'as raison. Mais c'est une hypocrisie totale. C'est pour ça que j'ai mis le nom. Ce sera peut-être pas le même nom que Gilles. Mais les artistes qui disent, votez contre ça, faites ci, faites ça aux gens, prenez pas leur argent quand ils viennent dans la salle. Prenez pas leur argent. Tu peux pas cracher sur 11 millions de gens. Quand les gens ils vont au théâtre, ils font partie des 11 millions. Il n'y a pas que des gens de gauche qui vont voir des spectacles. C'est pas vrai. Donc moi, je suis plus dans ce délire-là. Ils font ce qu'ils veulent s'ils veulent. Alors moi, j'assume totalement ma subjectivité. Je pourrais même dire ma mauvaise foi. Oui, votre mauvaise foi. C'est votre bêtise, en fait. Ça, c'est vous qui le dites, mais c'est ça. Parce que pour moi, c'est de la bêtise. Je suis content qu'il ait été viré. Il est ultra conservateur. Qu'il dit je suis de gauche et il ira à un spectacle sportif de gauche. C'était la gauche qui organisait ça. Jean-Michel Maire, il est ultra conservateur. Donc, non, c'est vrai, Jean-Michel, il s'en cache pas. Il s'en cache pas. Donc, on vire Jean-Michel Maire. J'aurais dégagé de l'affiche. L'ouverture des gens de gauche. Si tu souhaites vivre dans un pays où on ferme les portes aux gens. Assumé, hein. Tu commences à vouloir fermer les portes. Gilles, écoute un peu. Si tu commences à vouloir vivre dans des pays où on ferme les portes à des gens qui ont des idées et qui votent pour des partis qui sont démocratiques, etc., pose-toi les vraies questions. C'est toi qui es complètement radicalisé et qui devrait vivre dans des pays totalitaires. Ton idéal, c'est les pays d'Amérique du Sud, la Russie, etc., où on est emprisonné pour des... pour les pays où on est emprisonné pour des raisons politiques. Tout à l'heure, on parlait des sapins de Noël, tu disais c'est pour l'ouverture. Inclusivité. Mais là, il n'y a pas d'ouverture. Là, tu te communautarismes. Tu dis, voilà, si on est de gauche, on a le droit d'aller voir ce spectacle-là. Si on est de droite, on a le droit d'aller voir ce spectacle-là. Si c'est du centre, il est fou. C'est ça qui va pas. C'est pour ça qu'on est dans la merde aujourd'hui. Parce que les gens disent ah bah ça c'est un spectacle pour les gens de gauche. Ah bah ça c'est un spectacle pour les gens de droite. Ah bah ça c'est Noël. Ah non parce que Noël ça exclut personne Noël. Noël ça exclut personne. Je suis désolé. Je suis fou de voir mon secondaire dans le lycée public, service public. C'est fou de voir que il y avait un sectarisme exactement pareil. Je trouve ça incroyable de voir que les gens, ce sont ceux qui sont censés prôner le plus le vivre ensemble, qui sont les plus intolérants en réalité.
Et moi, et pourtant, je parle pas du tout de politique. Et moi, j'ai plutôt même voté à gauche, même très à gauche. Depuis qu'on est dans TPMP, on voit plein de politiques défiler sur ce plateau. Je suis désolé, les gens de droite sont beaucoup plus sympathiques, beaucoup plus ouverts, et les gens de gauche sont intolérants. C'est ceux qui refusent. Non, mais c'est ceux qui refusent de serrer la main, c'est ceux qui refusent de se mélanger, c'est ceux qui refusent de prendre une photo avec quelqu'un. Voilà. Sarah Knafo. C'est vrai. Je suis totalement d'accord avec. Non, mais ce que dit Gilles Verdez, comment on peut entendre ça? Je vais répondre, mais j'ai l'impression en fait que ça fait 2 siècles dans ce pays que la gauche, l'extrême gauche, ne considère pas les adversaires politiques comme des gens avec qui débattre, convaincre, discuter, mais comme des ennemis à abattre. Ah non. C'est ce qui a donné la guillotine, c'est ce qui donne l'ostracisation. C'est exactement ce premier penchant totalitaire qui a donné à la fin, finalement, il faut leur couper la tête, il faut leur interdire de parler, il faut supprimer leurs journaux, il faut qu'ils ne soient plus acceptés dans les endroits où on pourrait les voir, c'est-à-dire les ostraciser complètement et pourquoi pas même brûler leurs livres. Ça peut aller très très loin. Moi, ce que j'observe, c'est que sur ce plateau, par exemple, on a tous une sorte d'occupation, c'est d'essayer de vous convaincre, vous, Gilles Verdez. Et personne n'essaye de vous ostraciser, personne vous dit demain vous serez plus là parce que vous avez les mauvaises idées. Personne se dit, comme vous êtes toujours dans les 7% dans tous les sondages que Cyril Hanouna peut faire, 7%, c'est à peu près le score que vous avez fait, donc voilà, excusez-moi. Allez, la cour de récré. Présentez-vous, je vous félicite. Présentez-vous, je pense que vous ferez beaucoup. Non, je pense que si vous vous présentez, je pense que vous serez plus proche du score d'Anne Hidalgo. Merci. Oui, ça lui va bien. Gilles Verdez, je pense que moi, franchement, allez voir Anne Hidalgo, vous allez faire le même score. Non mais c'est vrai, elle accepte tous les rats à l'hôtel de ville. Merci. Et donc, pour finir, on s'amuse tous à tenter de vous convaincre parce que finalement, les gens qui sont soit du bon sens, soit de la droite, je qualifie pas du tout ce plateau de gens de droite, mais ce qu'on aime, c'est le débat, essayer de convaincre, ramener à nous des gens qui pensent pas comme nous. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. J'essaye toujours d'être mesurée, d'essayer de convaincre des gens, de leur dire voilà, si vous pensez pas aujourd'hui comme moi, c'est pas du tout que vous êtes mon ennemi. C'est juste que vous n'êtes pas encore convaincu, qu'il faut vous apporter des arguments. À gauche, c'est tout le contraire. À gauche, c'est on veut sûrement pas qu'ils aient le droit à la parole. Il faut pas qu'ils s'expriment. Et alors, ce qui est très fort avec la gauche, c'est qu'ils ont réussi à inverser le sens des mots. Quand on dit neutralité, par exemple, aujourd'hui, ça veut dire être de gauche. Et on n'est pas neutre dès qu'on est de droite. Mais en revanche, si on est de gauche, ça on accepte, c'est la neutralité. Et il y a plusieurs endroits où je pense que ça devrait rester des sanctuaires. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, tant qu'il n'y a pas de propagande, c'est pas un problème. C'est le sport et c'est l'école. À l'école, si vous avez une enseignante qui est en son fort intérieur de droite, elle vote pour qui elle veut ou elle vote à gauche, peu m'importe. Tant qu'elle n'essaye pas d'enseigner aux enfants, de les endoctriner, c'est pas mon problème. Pareil pour le sport, on ne devrait pas se soucier de leurs opinions politiques. Fabrice Divizio. Alors, moi, c'est drôle parce que j'ai vécu quelque chose de cet ordre. Vous savez que j'ai créé une modeste chaîne YouTube qui commence à prendre avec des programmateurs sur la vision chrétienne de l'actualité. Comment l'Église voit l'actualité. Et donc, on a des programmateurs et qui on invite des gens, personnalités. Et on s'est vu répondre plusieurs fois ah ben non, je ne peux pas venir parce que Division, il est de droite. Non. Ce que j'ai appris d'ailleurs. Ah ouais. C'est-à-dire qu'on nous dit, effectivement, mais des gens d'église, y compris dans l'église, parler des sanctuaires, au sens littéral, des gens d'église. Des clercs vous disent ah ben non, je ne peux pas venir parce que vous comprenez, Division est de droite. On en est là. On est là. C'est-à-dire qu'à un moment, on a collé une étiquette. On m'a collé une étiquette sur une chaîne YouTube, je ne suis pas Thibaut Inchep, on n'a pas 2 millions, 10 millions, 22 millions, peu importe. Ça a commencé à bien décoller quand même. Mais, oui, c'est vrai. l'histoire. Mais le fait est que c'est quand même assez surprenant, ça c'est le premier point. Le deuxième point, moi ce que je relève, c'est qu'au fond, vous avez dit tout à l'heure, Gilles, vous savez, il est ultra conservateur. J'aurais bien aimé quand même qu'on discute un court instant de ce que c'est qu'être un conservateur. Il conserve quoi ? Gauche. Ah c'est ça en fait. Donc en fait, ce que vous expliquez aujourd'hui, c'est une connerie toutes les 2 minutes. Alors, on va prendre le problème à l'envers. On va prendre le problème à l'envers. Et à gauche, tu as des social traîtres, y compris dans ton propre camp. Mais on va prendre le problème. Alors prenons le problème à l'envers. Non, mais je m'en doute. Prenons le problème à l'envers. Parce que les gens de droite ne disent jamais je suis de droite. Monsieur Divisio, que je respecte profondément, vous êtes de droite et vous ne dites jamais Jean-Michel Maire, il a dit. Non, c'est pas ça. Ah non, je dis pas. Non. Alors là. Là-dessus, avec moi, s'il y a bien un mec qui assume absolument tout, c'est moi. Simplement, il m'avait semblé comprendre dans ce pays, que le vote était secret. Donc qu'est-ce que j'en ai à foutre de savoir si je suis de droite ou de gauche ? Ça change quelque chose ? Et ben vous voyez, c'est ça la différence. La différence, elle est là. C'est que moi, ce que vous votez, ce que vous pensez, ne m'intéresse pas. S'en fout total. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous êtes. Tu vas retrouver Fatih ce soir. Non, mais attendez, je rigole pas avec ça. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous êtes. Peu importe si vous êtes de gauche ou de droite. C'est pas ça. On a le droit d'être d'accord avec vous sur un certain nombre de points, être en désaccord, sans forcément coller des étiquettes. C'est comme ça que naissent toutes les ostratisations. Elles naissent par les étiquettes. Enfin, dernier point,
Le sport, je l'ai dit ici, à propos du drapeau israélien ou du boycott, enfin je sais plus, quand on parle d'Israël. La Russie aussi. J'avais dit, touchez pas au sport. C'est le sport est la solution. J'ai dit le sport, c'est la solution, pas le problème. Dégagez le sport de toute influence politique et laissez les gamins rêver avec le sport. Le sport, c'est le lieu par excellence où on respecte l'autre dans sa différence. Ouais. Pour avoir fait du sport à très haut niveau, c'est le lieu où la question de la gauche, la droite, du petit, des grands... Équitation. Vous n'avez pas fait les Jeux Olympiques non plus. Il a fait de l'équitation. Je vous rassure... Calme-toi, calme-toi. J'ai vu encore la semaine dernière en voie de Vincennes monter tempête, je peux te dire que tu as... Je vais vous répondre là-dessus. quelqu'un. Je vous rassure, s'agissant des Jeux Olympiques, vous n'êtes pas prêt de les faire non plus. Donc là-dessus, vous voyez qu'on peut être d'accord. Si, il peut faire les Jeux Olympiques de la connerie, si. C'est ça. N'empêche que si vous voulez... Il aurait des médailles, là. Mais en fait, ça témoigne aussi d'un dernier point. Le Léon Marchand, là. Ce que ça témoigne, c'est en fait d'une distanciation entre la France d'un côté et quelques élites de l'autre. Et je rappelle qu'un trait égale danger. C'est ça. Deux traits égale sécurité. En fait, tout ça, c'est rien. Tous ces mecs, c'est rien, quoi. Qui Verdez? Bah non, mais oui, Gilles Verdez aussi, d'accord. Mais indépendamment. Moi. Hein? Pourquoi je suis rien? Parce que c'est vrai. Non. Moi, je vous respecte. Hein. Oui, oui, ça se voit. Je vais dire un mot juste sur ça. Finalement, on se rend compte que dans la démocratie, ça a de moins en moins d'impact, qui sont plus du tout une forme d'autorité morale que les gens respectent. Ce n'est plus le mainstream. C'est ça. Quand on voit la victoire de Donald Trump, il a gagné contre tout Hollywood, contre tous les rappeurs, contre tous les acteurs, contre toutes les stars de télé. Et finalement, le peuple s'est dit, c'est plutôt lui qui est de notre côté que les stars du cinéma qui viennent pour aller dans ce sens-là, alors qu'ils gagnent des millions de dollars tous les ans et qui viennent nous apprendre que nous, on est des méchants. Et regardez, pour abonder dans ce sens-là, juste là-dessus, le sondage qui est paru aujourd'hui, là. Le sondage qui est paru aujourd'hui, qui donne quand même le RN vainqueur, va premier tour 37-38%, je sais plus, alors qu'on passe son temps à ostraciser le RN. Donc on voit bien qu'il y a d'un côté la France. C'est pas la bonne solution. Il y a la France qui pense et la France qui parle, et c'est rarement les deux, c'est rarement les mêmes. La France qui pense, la France qui parle. Il est en record saison, Gilles Verdez. Oui, il est en record saison. Et Gilles, tu m'as dit tout à l'heure que j'étais de droite, je m'en cache pas, et que j'étais conservateur. Et toi, je m'en flatte parce que moi, tous les jours, j'arrive au bureau, je t'apporte ton café tous les jours. Et toi, si j'écoutais tes idées, tu m'empêcherais de rentrer à TPMP parce que tu veux exclure les gens qui sont de droite. C'est la différence entre nous deux. Oh, j'adore. Polska, j'aimerais bien avoir ton avis avant qu'on accueille Big Laoui. Alors déjà, je suis d'accord avec Raymond, je trouve ça super hypocrite de dégager Thibault et pas de dégager le public qui pourrait être de droite. Bien sûr. Et ensuite, je trouve ça trop bizarre de politiser Thibault dans le sens où ils ont dit s'il serait venu, ils vont que parler de gauche-droite. Oui, s'il était venu. Mais non, en fait, s'il était venu... un petit truc mnémotechnique. Oui, les poissons n'aiment pas les raies. Exactement, merci. Et c'est pour Jean-Michel, parce que je sais qu'il adore. Oui, il adore les raies. Mais... C'est insupportable. Du coup, je pense que si Thibault était venu, tout le monde aurait parlé du combat. En fait, et pas de gauche et droite. Et là, on parle de ça à cause de ça, justement. Exactement, bravo. Merci Sarah Knafo. Thibault, il a juste mis des drapeaux de France dans ses salles de sport. Merci Sarah Knafo, merci Fabrice Divisio,